Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs éléphants. Quels sont les tops et flops de la double confrontation face à la Sierra Leone, histoire de revenir sur les bons et les mauvais élèves durant cette trêve internationale. Dago Charles, Mathieu Blisson, vos catcheurs, c'est là vous, messieurs. Oui, bonjour, Magat. Vous êtes prêts? Comme d'habitude. Hein. Ben voilà. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. On garde bien ces 10 chiffres chauds. Et on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes. Et puis, la petite trouvaille cette saison-ci également, c'est la lecture de vos meilleurs commentaires sur notre page Facebook. Alors, à vos marques. Messieurs, avant donc tout propos, revenons sur l'attitude du staff technique, notamment le coach qui a aligné un 4-3-3 face donc à la Sierra Leone pour ce match retour. Vu le joueur aligné, le 4-3-3, était-il adapté? C'est la question que beaucoup d'Ivoiriens se posent le temps donc, de revoir le classement donc, de ce match retour. Parce qu'avec des joueurs Oumar Diakité, notre ami Jean-Evra Kwasi-Crespo et Béni Traoré, pour certains, sont donc des joueurs de couloir. Mais ces joueurs ont été donc alignés en attaque avec un 4-3-3. C'était le système adapté? La question vous est posée, mon cher Dago Charles. Oui, écoutez, tout système ne veut que de par son animation. Et comme nous avons perdu, certains trouvent que l'animation n'a pas été bonne. Donc, on pourrait penser que le système n'était pas bon. Non, mais je pense qu'il faut de reconnaître quand même que ce chemin-là est celui qui sied le plus à la sélection nationale. Mais justement, avec Evra, on ne peut que jouer avec des véritables ailiers. Je connais un grand consultant de ce pays qui a prié de tous ses voeux qu'on ait un garçon comme Evra sur les côtés pour alimenter à l'heure. Parce qu'en général, on s'est toujours plaint de ce qu'on n'a pas des ailiers qui fournissent des ballons, c'est-à-dire des centres à l'heure. Et donc, le retour d'Evra est une bonne chose en sélection pour pouvoir alimenter nos différents attaquants. C'est pareil sur le côté gauche, que ce soit Beignet et autres. Pour moi, franchement, c'était le meilleur chemin. Et puis, avec un garçon comme Diakité qui joue aussi avançant dans son club et qui s'est toujours très bien révélé là-bas. Non, c'était le meilleur des schémas. Maintenant, pourquoi ça n'a pas marché? Il y a eu d'abord l'adversité, il y a eu plein de choses qui peuvent expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Mais sinon, point de vue du schéma, je pense que c'est le schéma qu'il fallait à cette équipe-là. Bon, selon lui, c'est le schéma qu'il fallait à cette équipe. Alors qu'on découvre donc le schéma donc, du match aller avec Ivan Guessant, Jean-Philippe Crasso et Nicolas Pépé au match retour. Toujours un 4-3-3 aussi également, mon cher Mathieu Blé. Alors, selon beaucoup d'Ivoiriens, le coach s'est carrément trompé sur le choix des hommes avec le système 4-3-3. Êtes-vous d'avis? Oui, je suis d'avis. Maintenant, peut-être que ça peut paraître simpliste, surtout après le score. Oui. Je veux dire, comme j'ai eu la chance de m'exprimer plusieurs fois avant donc, le match retour, donc du coup, ça me met un tant soit peu à l'aise. Parce que comme je disais, pour moi, c'est simple. Une équipe qui gagne, on ne la change pas. D'accord. On la change quand on est coincé, on a le dos au mur, c'est-à-dire on a des titulaires blessés ou qui sont suspendus. Mais si ce n'est pas le cas, il faut toujours la garder pour préserver, je veux dire, sa stabilité et préserver surtout son efficacité. Ça, c'est le Vous ne posez pas la question à quel niveau le sélectionneur s'est trompé. Mais vous me demandez, est-ce qu'une équipe qui gagne, on la change? Il faut bien que je commence par quelque part. D'accord. Et donc, pour revenir à ce pourquoi vous êtes pressé, déjà pour moi, j'avais dit, les 6 changements, à mon avis, sont pour quelque chose. Parce que quand une équipe qui commence au niveau des joueurs de champ, vous commencez avec, c'est vrai que ce n'est pas des nouveaux joueurs, mais des joueurs qui ne sont pas toujours titulaires. Quand vous commencez avec 6, c'est carrément une nouvelle équipe que vous avez mise sur pied. Et donc, quand on est une nouvelle équipe, on est forcément à la recherche d'automatisme, on est forcément à la recherche de complicité. Et quand on a vu ce match, on s'est rendu compte que cela s'est avéré. Et moi, j'ai toujours dit que quand on a la chance d'avoir Sébastien à l'heure présent, le 4-4-3 nous va à merveille. Mais à l'absence de Sébastien Aller, quand on a un garçon comme Jean-Philippe Crasso qui excelle dans les seconds ballons, pour moi, c'est préférable de jouer un 4-4-2. Vous comprenez? Parce qu'un Crasso comme attaquant en soutien, c'est beaucoup d'efficacité. Donc, pour ma part, l'un dans l'autre, ceci explique aussi, sont les raisons, d'autres raisons de cette défaite. Voici un peu les explications de Mathieu Blé. Selon lui, le sélectionneur et son staff devraient normalement aller pour un 4-4-2. Qu'on a eu à faire également au Cameroun face au Tchad qui a beaucoup face au Tchad, voilà. On l'a fait vers la fin du match face à la Zambie à Bouaké. D'accord, mais n'est-ce pas un faux procès qu'on fait au sélectionneur sur ça? Écoutez, il est dans une bulle à partir de laquelle on doit lui faire un procès parce qu'on a perdu. Hein.
D'accord. Voilà, même quand il gagne, on lui fait aussi un procès positif dans lequel il sort toujours vainqueur. Donc quand il a perdu aujourd'hui, il doit pouvoir accepter cela. Non, mais moi je pense que je ne suis pas des vestiaires. J'ai cette habitude-là, tu n'es pas fait des observations quand tu ne sais pas ce qui se passe dans les vestiaires. Parce qu'avant un match, le sélectionneur discute toujours avec les joueurs. Il y a le staff médical aussi qui donne des informations sur l'état de santé, les états de certains joueurs. Donc c'est tout ça que le sélectionneur appréhende et puis il essaie de faire sa sélection. Mais pour ce qui est du chemin, moi je pense d'abord que c'est un bon chemin. Voilà. On a des joueurs de qualité pour animer tous les couloirs, Pépé, Evra, avant-centre, que ce soit un avant-centre de rupture, que ce soit un faux numéro 9, tout ça, on a tous les joueurs qu'il nous faut pour pouvoir animer. Maintenant, ces garçons-là qui n'ont pas su faire montre d'un certain savoir ou bien de ce qu'on leur reconnaît, si tu veux, lors du dernier match, il faut se poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Et je pense que c'est à ce niveau-là que Faye MS, avec toute la lucidité qu'on lui connaît, a reconnu qu'il y a un travail à faire parce que, voilà, ils se sont posés les bonnes questions. Donc pour moi, le chemin, il était bon. Les choix des hommes étaient bons, mais c'est dans l'animation, ça n'a pas été une bonne chose. Maintenant, pourquoi il a aligné 6 nouveaux joueurs? Je n'ai pas les raisons. On connaît Faye MS depuis qu'il est au contrôle. Il ne chamboule pas une équipe de la sorte. C'est la toute première fois d'ailleurs. C'est la toute première fois qu'il chamboule l'équipe. Donc il doit avoir certainement des raisons profondes qui l'ont amené à changer tout de suite l'équipe, n'est-ce pas? Et puis, on l'a dit, sous ce soleil, sous cette chaleur, avec le terrain synthétique, les conditions étaient vraiment affreuses pour les garçons qui sont habitués à un terrain hybride. On nous dit tous aujourd'hui que nous avons les meilleures pelouses d'Afrique. Donc on ne peut pas avoir joué sur nos meilleures pelouses et aller sur du synthétique. Et puis certainement, voilà, on a vu un garçon comme Serge Jean-Michel qui s'est blessé. Il y a eu de la casse, effectivement. Il y a eu de la casse, donc il y a beaucoup de choses. Peut-être que certains joueurs ont eu peur des conditions et tout. Je ne sais pas. Comme je dis, je ne connais pas l'environnement de l'équipe nationale aujourd'hui. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Donc, selon vous, il faut nuancer un peu. Vraiment, il faut vraiment nuancer. Merci. Merci de m'avoir passé ce mot. Il faut vraiment nuancer. Et puis, un peu plus tard, on saura, quand on va faire beaucoup plus d'investigations, on saura pourquoi est-ce qu'il a fait jouer 6 joueurs comme ça, sinon un véritable sélectionneur comme lui, qui nous a déjà montré beaucoup de bonnes choses dans des situations plus difficiles que celle-ci. Non, ça peut s'expliquer. Selon la gauche, il faut nuancer cette contre-performance et surtout de ne pas trop tirer donc à bleu-rouge sur le staff technique et son sélectionneur. Parce que lorsque vous mettez Guéladoué, Bailly, Maodo Angeles, Oumar Diakité, Jean-Yves Kwasi Crespo et Traoré Bigné, ce sont des joueurs quand même de premier choix dans n'importe quel club. Là, ils sont titulaires en club également. Donc, ce ne sont pas des joueurs de seconde zone, mon cher Mathieu Blé, là-dessus. Non, nous n'avons jamais dit qu'ils sont des joueurs de seconde zone. Mais vous futigez le fait qu'il ait fait 6 remplacements. Absolument, mais ce qui est malheureusement la vérité, c'est que ce ne sont pas des titulaires indéboulonnables, vous comprenez. Et donc, dans cette équipe, il y a des titulaires. Et moi, ce que je voudrais déjà dire, c'est que, quoi qu'on dise, l'erreur, elle est humaine. Et toute personne peut se tromper. Et personnellement, je pense que... Pensez-vous que MS va s'être trompé? Absolument. Je pense qu'il s'est trompé. Et parce que, quoi qu'on dise, on n'a pas encore soldé notre qualification. Et moi, je pense qu'il ne devrait pas perdre cela de vue. Parce que, à moins d'un bouleversement... Mais ce qui est malheureusement la vérité, c'est que la Sierra Leone, mathématiquement, peut toujours revenir. Donc, j'aurais souhaité que le coach tienne compte de tous ces facteurs et jouer avec beaucoup plus de prudence en mettant, on va dire, l'équipe qui paraissait la meilleure, notamment l'équipe à l'aller, pour solder, je vais dire, sa qualification. Et après, il pourrait... Parce qu'aujourd'hui, on parle de cette défaite avec beaucoup de souplesse parce qu'elle n'engage pas, je vais dire, d'une manière beaucoup plus délicate notre qualification. Mais ça aurait été peut-être... C'est possible, hein? Comment? C'est possible, on peut perdre dans un but. Voilà, mais je vais dire, pour le moment, en tenant compte de tous les facteurs, tout, et en tenant compte, je vais dire, des différentes potentialités, avec la chance de recevoir le Tchad en Côte d'Ivoire, on se dit... Il y a moyen de battre le Tchad et puis solder la qualif, vous comprenez? Donc, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Parce que je pense sincèrement que le coach Faye a fait peut-être preuve de suffisance d'une manière inconsciente. Oh, c'est trop fort, ça. D'une manière inconsciente. Oh. Non, ça peut arriver. Maintenant, je vous en prie, c'est moi qui ai la parole. Oui, et on ne doit pas perdre de vue aussi que c'est sa deuxième sortie en tant que coach. La première sortie, ce n'était pas bien passé à Lilongwe. Donc, cela m'amène à me poser des questions. Est-ce à dire que le coach a des difficultés hors des bases ivoiriennes? On peut tout me raconter, mais c'est une question... La fin de sortie au Cameroun également qui s'est bien passé. Hein, oui, mais je vais dire sur 3 sorties à l'extérieur. D'accord. Il y a un nul, une défaite, une victoire. Donc, en tenant compte de ça, on peut aussi se poser cette question. Parce que même pour extrapoler, on va bientôt jouer les 3 sorties. On va bientôt jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. Pour espérer se qualifier au mondial, c'est nécessaire d'avoir ne serait-ce qu'une victoire à l'extérieur et un nul.
ou pour se mettre à l'abri, 2 victoires, vous comprenez. Donc cette équipe de Côte d'Ivoire doit apprendre à gagner à l'extérieur. Vous voulez nous dire qu'avec Emerse Faé, on n'arrive pas à gagner à l'extérieur? Je veux dire, j'ai fait un constat que sur 3 sorties à l'extérieur, c'est difficile pour nous pour confirmer à l'extérieur. Et c'est pourquoi il aurait fallu que je joue de prudence en mettant une équipe qui était bien en place, qui a dégagé des certitudes, par exemple, comme lors du match à San Pedro. C'est qu'il dit, c'est pas aussi totalement faux. Lilongwe, ce match, un non-match d'ailleurs à 0-0. Et il y avait aussi des changements ce jour. Bon, voilà. À l'image du petit là qui venait d'arriver, qu'on a mis. Un sélectionneur aussi également. Non, je ne dis pas le contraire, mais je veux dire, quand vous faites des changements de ce type, il faut que les changements apportent le fruit escompté. Autrement, ça ne sert à rien de changer. D'accord. Alors donc, selon lui, il y a trop de changements et surtout, on a joué à Lilongwe. Face au Kenya, on a fait 0-0. Après, on va donc au Cameroun, où on gagne face au Tchad 2-0. Et ce déplacement, donc ce coup de déplacement à Monrovia revient également, où on revient avec une défaite. Donc, avec 3 sorties, le sélectionneur a connu trois résultats différents. Oui. Vous êtes d'avis avec lui sur son analyse, sur ça? Non, je ne suis pas d'avis avec lui. Je ne suis même pas d'accord avec lui. C'est trop simpliste aussi. D'accord. Il faut le dire. Oui, à Lilongwe, on a fait match nul 0-0. C'est un très bon résultat. C'est ceux qui placent la Côte d'Ivoire sur un certain piédestal qui pensent que partout où nous allons, devrons gagner. Non, mais hier, je vous ai entendu. Non, s'il te plaît, là, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, c'est juste un petit rappel. Vous l'avez empêché d'empiéter sur votre temps de parole. C'est à lui de parler maintenant. Allons-y, Dago Charles, s'il vous plaît. Dites à Mathieu de faire attention. Non, oui, il a été recadré, s'il vous plaît. Bon. Allons-y. Et donc, je disais que il m'a fait perdre le fil conducteur de mes idées. Vous disiez que c'est ceux qui mettent la Côte d'Ivoire sur... À un moment donné, on ne pense pas que les autres nations travaillent. On a l'impression que certains pensent que la Côte d'Ivoire, elle est constellée d'un certain nombre d'une certaine qualité de joueurs que, oui, dans les autres nations, ça ne travaille pas, il n'y a pas de joueurs de qualité. Donc partout où on va, on doit pouvoir gagner les uns et les autres. Non. Et puis on va jouer aussi en altitude à Lilongwe. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que la dernière fois, je parlais des conditions de température et de pression. Parce que tous les matchs ne se ressemblent pas. Voilà, il faut faire attention. Il fallait, mais jusque-là, il a su négocier tous les matchs qu'on a su faire. Le seul match pour lequel nous tous, on se pose des questions, c'est le match face à la Sierra Leone. Ça a été un naufrage collectif. Lui-même à son niveau, au niveau des joueurs, tout et tout. C'est à ce niveau-là qu'on doit se poser des questions. Et je dis, et il reconnaît lui-même avec lucidité, même le président de la fédération, le président Idriss Yassine Diallo a dit aux uns aux autres de se calmer parce que c'est vraiment un non-match qu'on a vu. C'est pour une première fois. Lilongwe, c'est pas cette production qu'on a faite. Donc il peut pas dire des choses comme ça. Je ne permets pas qu'il dise des choses comme ça. Sur 3 matchs, on gagne un match, on fait un match nul. Et on perd un match. Mais alors, c'est pas négatif. C'est pas négatif du tout. Ouais, c'est pas quand même 2 défaites. Alors, c'est pas quand même 2 défaites à l'extérieur pour juger tout de suite que non, il semblerait qu'il ait des problèmes durant les matchs à l'extérieur. Je suis désolé. On a joué contre l'Uruguay à l'extérieur, on était en France. C'est toujours à l'extérieur. On a fait des matchs à l'extérieur en France. On a eu des bonnes prestations. Donc, on ne peut pas me dire que quand on est à l'extérieur, on a des difficultés. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est que l'équipe est passée à côté. On a vécu un naufrage collectif. Ensuite, il parle des différents changements que lui, il aurait été le sélectionneur, il n'aurait pas opéré. Et je me permets de lui dire que non seulement il n'est pas le sélectionneur, mais mieux, il ne connaît pas les vestiaires. Il ne sait pas dans quelles conditions, quels sont les joueurs qui ont été blessés, quelles sont les conditions qui sont malades, tout et tout. Ce qui peut pousser le sélectionneur à changer. Quel est ce sélectionneur qui ne voudrait pas gagner pour se qualifier très tôt? Est-il en train de nous dire que MS s'est amusé à ne pas vouloir gagner? Non. Non, il a bien voulu gagner. Il a fait avec les joueurs de bord et ça n'a pas marché. Il en tire les conséquences. On peut gagner autre chose. D'accord. Voilà. Donc on s'arrête à ça. Je ne voudrais pas qu'on fasse des analyses aussi bon. Bon, s'il vous plaît. Que le mot vous n'avez pas rajouté, mon cher Dago Charles. Alors, l'autre question que j'ai pour vous, est-ce qu'on a négligé un tant soit peu cette formation sierra-léonaise? Mais tout observateur lucide, à minima, se rend compte qu'on a négligé, on a minimisé la Sierra Leone, vous comprenez? Je suis surpris un peu, déjà pour répondre un peu, pour rebondir sur un certain nombre de choses que Charles a dit tout à l'heure. Il a dit que, ouais, parce que le staff reconnaît, mais ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent que reconnaître avec une telle prestation. Il n'y a pas une autre chemin à emprunter. Ça, c'est un. Et bien évidemment, c'est Dago Charles qui est en face de moi. Il est en train de faire du Dago, évidemment, ce matin. Parce qu'il me dit qu'il faut qu'on comprenne que désormais, il n'y a pas de petite équipe. Et hier, il me disait que c'était... Non, je n'ai jamais dit ça. Il me disait la fois dernière que c'était pas pour lui, c'était une surprise qu'on perde face à la Sierra Leone. Oui. Donc, je pense qu'il y a une contradiction. Non, pas ça, du je voulais juste souligner. Maga, dites-lui que c'est moi qui ai la parole, vous comprenez? S'il vous plaît, voilà. Donc, je voulais bien mentionner qu'il y a une contradiction parce qu'il a dit que, en termes de comparaison, la Côte d'Ivoire est un gros poids. Donc, par conséquent,
si on fait cette performance, c'était une surprise. Vous comprenez un peu? Et là, il me dit désormais qu'il y a de l'évolution, donc je voulais lui rappeler cette petite contradiction. Maintenant, Maga, pour revenir à votre question, on a négligé la Sierra Leone. D'accord. On a pensé que c'était un acquis. Moi, je pense avec beaucoup d'objectivité que le coach Fayemer, si c'était à refaire, il n'aurait pas fait certainement parce qu'il pensait que c'était un acquis et que même l'équipe bis qu'il a alignée allait exploser la Sierra Leone. Avouons-le. Vous comprenez? C'est de ce point de vue que je crois que c'est mieux que cette contre-performance arrive maintenant pour qu'il prenne un certain nombre de dispositions. Parce que les matchs à l'extérieur, quelle que soit la nature et la taille de l'adversaire, c'est différent des matchs à domicile. Vous comprenez? Et quand vous voyez même de la manière dont il a coaché, regardez les premiers changements. C'est arrivé de manière très tardive, vous comprenez un peu, parce qu'il s'est dit qu'à un moment donné, l'équipe qui a commencé pouvait faire la différence. Mais comme Dagochar l'a dit tout à l'heure, aucun sélectionneur ne part à un match chercher à perdre. On n'a même pas besoin de le rappeler parce que ça va de soi. Ça va de soi, ça on n'a pas besoin de le rappeler. Vous comprenez? Donc, quand un coach joue la qualification, vous comprenez, et il change son équipe, il se dit que l'équipe qu'il a alignée, elle peut faire la différence. Mais c'est malheureusement à l'issue qu'il s'est rendu compte. Donc, je veux dire qu'il faut tirer les leçons. Je pense qu'à un certain moment, il faut éviter de défendre l'indéfendable. Je pense que l'équipe et le coach, sur ce coup, ont fait fausse route. Il faut le souligner. C'est votre avis et on le respecte. Et dans ce tambour-grillon de nos matchs, il y a eu tout de même quand même des très bonnes leçons à tirer et surtout des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu et d'autres aussi également qui ont beaucoup sombré. Ce qui nous amène à notre question. Quels sont les tops et flops lors de la double confrontation face à la Sierra Leone? Nous vous écoutons là-dessus, mon cher Dagochar. Écoutez, sur les deux matchs, moi j'ai juste deux observations. D'accord. Concernant les tops et les flops. Pour ce qui est des tops, au match aller, moi je pense que Pépé a été très bon. Bon, pas très bon par le Pépé qu'on connaît, qui dans toute sa fougue pouvait éliminer n'importe qui. Mais il a été très percutant, il a été provocateur, il a même marqué un but. Et il a été buteur. Il a été buteur. Franck Essier aussi, malgré le pénalty manqué, a marqué, je crois, 2 buts. Et il a été aussi monstrueux dans le milieu de terrain. Il a annihilé beaucoup d'actions offensives des Sierra Léonais. Et puis, Agbadou a été pour moi aussi très impressionnant, très costaud dans le marquage. Dans l'axe, il a été vraiment costaud avec voilà, toute la défense pratiquement, je dirais. Mais Agbadou, surtout, il a été monstrueux. Bon, il n'a pas eu grand-chose à faire. Donc, pour moi, voilà les trois tops que j'ai noté au niveau du... Que vous avez noté soigneusement sur votre sur Pour ce qui est des flops, pour ce qui est des flops, pour moi, c'est Seko. Seko, pratiquement, a joué en deçà de sa valeur. Ben, je peux comprendre depuis peu... Nous allons revenir point par point, joueur par joueur également, pour voir... D'accord. Donc, on reste sur les tops pour l'instant. Exactement, non, vous pouvez donner également les flops. Donc, les flops, pour moi, il y a eu Seko et puis il y a eu Guessant. Voilà, pour moi, qui a été un peu trop naïf, beaucoup de précipitation, qui a manqué une occasion, voilà, immanquable pratiquement pour un attaquant qui veut gagner des galons, qui veut jouer le premier rôle en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le maillot, il est lourd, et donc, ce type de duel-là, voilà, sont les choses à partir desquelles on peut baisser. Même si je sais que je l'ai vu en championnat de France en train de manquer aussi quelques occasions. Mais moi voilà les deux flops. D'accord. Pour récapituler avec vous, vos top Pépé, Kessié, Agbadou. Oui. Et pour les flops, Seko, Evan, Guessant. Voilà, maintenant, pour ce qui est du match retour, oui, c'est un naufrage collectif pour moi. Tant l'encadrement technique que tous les joueurs qui étaient sur le terrain, c'est un naufrage collectif parce que simplement les statistiques nous le prouvent. D'accord. Vos top et flop, mon cher Mathieu Blé? Bon, moi, à l'issue des deux matchs, au niveau de mes tops, il y a évidemment Nicolas Pépé, Jean-Philippe Crasso et Franck Yannick Kessié au niveau de mes tops. Et au niveau des flops, je note Ouma Diakité, Kwasi Evoa Crespo et évidemment Eric Bailly-Bertrand. D'accord, ça, c'est pas une surprise. Donc, selon vous, Ouma Diakité, Evoa Kwasi Crespo et Eric Bailly font partie donc de vos flops. Alors, messieurs, vous avez parlé de Franck Kessié, tous les deux, d'accord? Il a été impeccable, hein? L'un des meilleurs joueurs. D'ailleurs, peut-être sa meilleure fenêtre internationale sur les éléphants de Côte d'Ivoire après donc, la CAN. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais un garçon qui a manqué aussi un penalty, est-ce le fait qu'il ait marqué 2 buts
Tu le places parmi les tops ou c'est la production du jeu? Je commence. Oui, allons-y. Non, je commence déjà par la production du jeu, son influence. D'accord. Parce que quand Franck Kessié est présent dans l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Au plan psychologique, ce qu'il apporte à ses partenaires. Aujourd'hui, il a retrouvé cette vista qu'on lui connaissait depuis le Milan AC. Et même après le pénalty loupé, même s'il n'avait pas inscrit un but, je ne lui aurais rien reproché parce qu'il inscrit des pénaltys dans des conditions où peu de joueurs oseraient toucher au ballon. Donc ça peut arriver. Donc Franck est dans une très très bonne forme. Et même, je pense que lors de la précédente fenêtre, il avait été aussi excellent. Et surtout ce penalty-là, c'est exactement la même manière qu'il tire le penalty. Et surtout face au Sénégal, c'est la même manière qu'il a tiré. Il a juste manqué de baraka, comme on le dit. Maintenant, vous, mon cher Dagochal, vous avez mis Emmanuel Agbadou parmi vos tops. Et là, je suis un peu surpris. C'est au match aller. D'accord. Au match aller. Même au match aller, on a vu la façon dont la défense ivoirienne était acculée par moment. Ah oui, mais il y a être acculé, puis il y a celui qui est présent. D'accord. Voilà. Et donc, moi, c'est au niveau des duels, des marquages, tout et tout. Moi, je l'ai senti vraiment très à l'aise. Au match aller, vraiment, je l'ai trouvé certes complémentaire. Il a l'habitude de jouer déjà avec Ndika, mais je l'ai trouvé encore présent, contrairement aux autres. Mais pourquoi vous marquez seulement qu'au match aller, alors qu'au match retour, il était titulaire dans l'axe avec Eric Bailly pour beaucoup, hein. Et il fut aussi également fautif. Mais c'est pour ça que j'ai été précis. J'ai dit au match aller, il a été d'une certaine sérénité pour moi. D'accord. Je l'ai trouvé très combatif dans les duels. Il a été présent dans tous les duels. Au match aller, au match retour, il était complètement absent sur le but qu'on encaisse. Ah. C'est pour cela que je dis qu'au match, je précise bien, oui. Au match aller, il a été bon. Mais au match retour, c'est un naufrage collectif. Je dis, tout le monde est passé à côté du match. Donc vous êtes d'avis avec Dago Charles sur le cas Emmanuel Agbadou, mon cher Mathieu Blé? Non, je pense que, vous savez, c'est des choix. Mais que ce soit à l'aller comme au retour. Moi, je pense que Emmanuel Agbadou méritait d'être cité parmi les tops. Vous comprenez? Parce que je pense qu'on ne va pas revenir sur ce vieux débat. Parce que, comme Charles lui-même a pris plaisir à le dire, cette défaite, elle est collective. Et donc, à partir de là, je ne pense pas qu'elle puisse porter la marque d'Emmanuel. Moi, personnellement, sans aucun complexe, je l'aurais aussi cité parmi les tops parce que je pense qu'il a fait une très très bonne fenêtre. D'accord. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99, dans exactement 5 minutes. Vous aurez droit à la parole également de citer vos tops et flops durant cette fenêtre du mois d'octobre. Alors, où nous allons donc mener le débat? C'est au niveau de Ivan Guessan. Vous le placez parmi vos flops, mon cher Dago Charles. D'abord, je vous propose de revoir les statistiques du garçon durant donc ces 2 matchs avec les éléphants du Côte d'Ivoire. On parle bien sûr donc d'Ivan Guessan, 23 ans, attaquant. Il a joué 2 matchs, un match en tant que titulaire, l'autre en tant que donc remplaçant. 0 but, 0 pas décisif, 0 tir cadré, un seul tir donc non cadré. Donc l'action dont vous parliez à l'instant, mon cher Dago Charles, 45 ballons touchés, 10 duels sur 17 remportés et 86 minutes sur les 180 disputés. 69% de passes précises, 17 ballons perdus, une interception, 0 début réussi. Voici un peu les statistiques d'Evan Guessan sur les 2 matchs. Et là, je vous vois sourire, là. Non, mais parce que les statistiques confortent ma position. D'accord. Voilà, c'est vrai que le stade de 69% de passes réussites, mais pour un avant-centre ou même pour un attaquant, quel est l'environnement sur le terrain dans lequel il réussit les passes? C'est ça qui est le plus important. Soit on est finisseur, ou soit on fait les passes décisives. Voilà, à ce niveau-là. Mais beaucoup de rétropasses, beaucoup de... Mais vous n'avez pas résumé seulement sa performance, seulement qu'à cette action ratée face à Camara. Oui, non, c'est pas ce que je dis. Je dis ça, c'est la plus grosse action pour un attaquant de pouvoir tuer un match. Parce qu'un attaquant, mon cher Magat, tu peux jouer 85 minutes sans avoir une occasion de but. Hein. Regardons l'action en finale de Coupe d'Afrique. 90 minutes, de muselé, il n'y a rien, il n'y a pas de ballon. Le seul centre de... donnez-moi... le seul centre du petit Adingra, oui. Voilà. Des crampons, il met le ballon au fond et il change tout le match. C'est ça un attaquant, c'est ça un attaquant. Donc, pour moi, être attaquant, réussit à faire des passes, mais ne pas être décisif, ne pas être important, ou bien méchant, sinon clinique, dans la surface de réparation, là où on t'attend à toi, tu es passé à côté de ton sujet.
Et donc, quand on voit ses stats, il est vraiment passé à cause d'un sujet. Mieux, une occasion où, franchement, il faut tuer l'action, il n'arrive pas. Je ne peux pas dire que c'est un top. Franchement, c'est vrai qu'il est combatif, il est généreux dans les efforts. J'adore, c'est vrai qu'il est... Tout et oui. tout. Mais ce n'est pas ce qu'on demande à un attaquant. Je suis désolé de te le dire, ce n'est pas ce qu'on demande à un attaquant. C'est vrai, c'est un plus, mais ce qu'on lui demande, c'est de finir les actions. Si à ce niveau-là, tu pêches, tu as des problèmes. Sur sa débauche d'énergie dans le jeu, parce qu'il a été mis également par sa fraîcheur aussi également, par le sélectionneur Aimé Faye. Donc c'est vrai qu'il a raté cette action-là, mais quand même, on peut lui occulter le fait que bon, qu'il a eu droit à un bon match quand même, surtout au match aller. Non, moi je pense que, évidemment, je ne l'ai pas mis dans les flops parce que vous faites bien, un attaquant aussi. C'est vrai que son rôle primordial, fondamental, c'est d'inscrire les buts. Sur ce point, je suis d'avis avec Charles. Mais je veux dire que ce garçon, contrairement aux autres attaquants, quand j'enlève Nicolas Pepe et Jean-Philippe Crasso, il fait mieux qu'eux. Parce qu'il a un impact physique. C'est quelqu'un avec qui on n'a pas la paix. Et je pense qu'il est jeune. Donc avec le temps, il finira par s'améliorer. Parce qu'aujourd'hui, avec lui, ça fait quand même 2 corps supplémentaires. Il peut évoluer dans l'axe. Il peut évoluer sur les côtés. Je pense que c'est une plus-value. Et je pense qu'on se bonifie. Il n'est même pas encore à 7 sélections. Il y en a qui sont à plus de 5 sélections, qui courent toujours comme si on était sur des pistes d'athlétisme. Donc je pense qu'il faut quand même savoir accompagner ceux qui méritent d'être accompagnés. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a certaines circonstances atténuantes qui peuvent encore plaider en la faveur de Evan, parce que je pense qu'il a une marge de progression qu'il va confirmer. Et c'est le cas pour Evan Guessant, selon vous. Il a une vraie marge de progression. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Quels sont vos tops et flops lors de la double confrontation de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone? Nous vous écoutons à présent, mon cher Dagochal. Voici un peu les explications de Mathieu Bulassu et j'ai peut-être un peu d'avis avec lui sur ça. Non, heureusement que vous êtes peut-être un peu d'avis avec lui. C'est un bon vocabulaire que vous avez utilisé. Mais malheureusement, oui, le football est ce qu'il est. Et lui-même, Evan, et son père, qui était un jeune frère, lequel j'ai joué au stade d'Abidjan, sait bien que le football aujourd'hui, il est cruel. Quand on est attaquant de pointe, il faut être clinique, il faut être décisif. C'est ce qu'on attend d'un attaquant. Pas autre chose. Si tu dois dribbler 20 personnes, puis ça fait du spectacle, et que tu n'es pas clinique, à un moment donné, on va se poser des questions. Je ne dis pas ici qu'il n'est pas bon joueur. Non, loin de là. Loin de là. C'est un très bon joueur. Il a beaucoup de qualités, il est jeune, il a encore une marge de progression. Sinon, Faye MS ne l'aurait pas appelé en sélection s'il n'avait pas de la qualité. Il a de la qualité. Mais sur cette fenêtre, force est de reconnaître qu'il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Il a eu beaucoup de débauches d'énergie, il s'est battu comme il pouvait. Mais ce que je dis, et je le dis en toute franchise, quand un attaquant, son rôle, c'est de marquer des buts ou bien faire les passes décisives. C'est à ce niveau-là qu'on te juge. Sinon, on ne va pas te juger sur tes débauches d'énergie, tu vas courir, tu vas faire le tour du terrain. Non, ce n'est pas du marathon. Direction Sipulou pour prendre le premier intervenant, M. Diomandé Mamadou de Sipulou. Salut à vous, M. Diomandé, comment allez-vous? Bonjour, Grand Magat, bonjour à toi. Merci à vous et à tous les amis donc, du côté de Sipulou. Allons-y avec vos top et flop. Salut mon ami Dago Charles. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour, Diomandé. Bonjour à Mathieu Blé. Comment allez-vous à vous? Salut, monsieur Diomandé. Bon, le premier, c'est le top, non? Oui. Match aller, la défense complète, je l'ai dit, bravo. Le milieu, caissier, il a valé le milieu avec Série Jean-Michel. Bon, ce coup, vraiment, il a, bon, son centre, quand même le but, à caissier aussi, la noté aussi. Et puis, Nicolas Pepe, le mec, il revient encore en plein jambe. Et bon, pour ne pas qu'il retourne, je rejoins mon ami Dago, Charles, vraiment, Eric Baye et Faye et toute l'équipe ont vraiment failli. Et vraiment, ce n'est pas tout au top. Donc, vraiment, il faudrait que Mehmet Faye, champion d'Afrique, toi et toi, doit écouter les Ivoiriens pour vraiment mieux faire. Parce qu'il n'y a pas de petites équipes. Toutes les équipes sont bonnes en compétition, en élimination. Donc, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, et bonne chance pour la suite, et on ira au Maroc, Inch'Allah. Merci à vous, M. Diomandé Mamadou. C'est votre avis, on le respecte. D'ailleurs, on peut même dire que M. Faye a peut-être trop écouté les Ivoiriens qui demandaient des changements. Et bon, il a fait ces 6 changements et qui n'ont pas apporté finalement. Vous avez mis aussi également dans vos flops un certain Oumar Diakité. Pourquoi? Oumar Diakité, parce que je pense qu'il a eu l'opportunité de jouer. La canoë a été, on va dire, d'un apport assez intéressant, voire par moments décisif, notamment contre le Mali. Et
la CAN a été un tournant pour qu'il capitalise en expérience, non sans oublier les matchs amicaux qu'il avait déjà joués. Et depuis, il est en train de devenir, je vais dire, un cadre important. Mais malheureusement, il n'y a pas d'évolution dans sa manière de jouer. C'est trop fort, ça n'a pas d'évolution. Oui, mais dès l'instant que les espaces sont bloqués, c'est fini pour Oumar. Et quelques fois où le coach l'a positionné comme avant-centre, il n'a excellé que dans les courses folles, le long des 90 minutes. Parce que c'est là que, par exemple, un monsieur comme Sébastien Haller, c'est un grand monsieur. Parce que quand Sébastien Haller est positionné comme avant-centre, il se déplace de manière qualitative. Il y a du contenu et du sens dans tous les mouvements que fait Sébastien Haller. Et il a un excellent point d'ancrage. Mais regardez les matchs où Oumar joue comme avant-centre. Il n'y a rien de cela. Même sur les côtés, il n'a pas encore amélioré son capital centre. Même dans les éliminations, c'est difficile. Donc, à partir de là, avec tout ce vécu, contrairement à tout le bruit qu'il y a autour de lui, je pense que l'heure a sonné pour qu'il se revisite. Voilà un peu. Il peut s'améliorer. Il est un joueur d'un certain âge, à lui de travailler et donc d'améliorer tout ce qu'on est en train de souligner. D'accord. Dagocha, vous aurez le temps de nous donner la contradiction à Mathieu Blé. Le temps donc de faire une petite pause sur la page Facebook de la 3 pour prendre donc le commentaire du Brahima Koné qui a donné donc ses top et flop pour lui. Hein, top Pépé, Traoré Bigné, Senghor Wilfried. Au niveau donc des flops, Eric Bailly, Emmanuel Agbadou, Jean-Yves Kwasi Crespo. C'est intéressant. Mais le temps de prendre un autre intervenant, M. Traoré Mamadou, qui nous attend du côté donc du Docuy. Salut à vous, M. Traoré. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes en direct dans l'heure de Tchatia. Quels sont vos tops et flops de la double confrontation face à la Sierra Leone? Bon, moi, je voulais d'abord dire merci aux deux consultants sur le tableau, sur le plateau. D'accord. Je vous êtes salué. Bon, voilà, mon avis, c'est sur deux cas de joueurs. MS Faye, c'est un grand entraîneur. Mais les deux joueurs qu'il a fait venir là, vraiment, ils ne font pas le poids. Notamment Evan Guessa. D'accord. Le but est venu de son côté, mais il a provoqué une première faute qu'il a reçu une balle, il a perdu. Ça a failli nous coûter. Une deuxième faute encore qu'il a commis à la même place, à la même manière et au même endroit, et c'est ça qui nous a valu ce but. Ça, c'est une erreur. Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Eric Bailly? Eric Bailly. D'accord. Maintenant, vous voyez un grand joueur comme Evan Guessa. Le match aller, vous avez vu les buts qu'on a ratés. Et c'est le même but qu'il a raté en matière face au gardien. Un attaquant de tel niveau, une balle à tel niveau, à moins de 7 mètres de la surface de la réparation, une balle comme ça, il n'a pas raté. Et c'est ça qui nous a tués. S'il avait concrétisé ce but, au pire des cas, c'était un match nul. Non, là, l'action toute faite, c'était au match aller. Hein. Mais après, finalement, on s'est imposé par le score de 4 buts à 1. Donc, selon vous, vos flops, c'est Guessan, Bailly. Et au niveau des tops, il n'y a pas de top selon vous? Non, les tops, là, il n'y a rien à dire au niveau de Agbadou. C'est un grand joueur. D'accord. Bon, Agbadou, c'est un grand joueur. Il faut saluer. Et la sortie de l'un des meilleurs milieux de terrain de l'Afrique, comme on appelle ça, Sérim Michael. Vous avez vu comme le mulet a été cassé. Là, qu'on appelle ça, notre capitaine ne pouvait rien faire. Là aussi, il faut reconnaître. Donc moi, je tire le chapeau à Agbadou, je tire le chapeau au gardien, et puis je tire le chapeau à Franck Kessié, qui ont fait un très bon match. Voilà un peu mon avis que je voulais apporter ce matin. C'est un excellent avis d'ailleurs, M. Traoré Mamadou. 27 21 59 93 99. Alors tout à l'heure, il parlait d'Oumar Diakité, qui selon lui, qui reste sur sa fin, symphonie inachevée, lorsqu'il essuie l'aile même si au point de l'attaque. Vous partagez son avis sur ça ou pas? Vous, l'ancien attaquant, voilà. Pas du tout, pas du tout. Vous savez, on regarde tous le football, mais on ne le sent pas de la même façon. Oumar Diakité, oui, beaucoup l'appellent Ourourou parce qu'on considère qu'il est brouillon. Il est euphorique, tout et tout. Oui, mais au football, on a besoin des gens qui mettent le feu. Et ce feu-là, quand il met ce feu-là dans la défense adverse, ça redynamise, ça booste le moral de ses coéquipiers. Et ce type de joueur, on en a besoin aussi dans une équipe. Lorsque l'équipe va mal, celui-là, il peut apporter cette plus-value-là. Et je pense que c'est un jeune joueur aussi. Tout à l'heure, il expliquait que Guessan est un jeune joueur.
voilà, qui est un très très bon joueur. Oui, mais Diakité aussi est un jeune joueur à qui aussi il doit pouvoir pardonner un certain nombre de choses. Laisser une marge de progression. Parce qu'il a gagné une Coupe d'Afrique. Parce que beaucoup pensent que comme un joueur a gagné une Coupe d'Afrique, il a de l'expérience. Je vous en prie. Beaucoup aussi disent que comme Eric Bailly, il a joué depuis 2017 ou bien 2015, il a de l'expérience. Non, je vous en prie. J'aimerais dire aux uns aux autres que l'expérience, ce n'est pas parce que tu as joué pendant longtemps. Tu peux avoir joué pendant longtemps, puis tu n'as pas d'expérience. L'expérience, c'est la capacité d'un individu à pouvoir emmagasiner, à apprendre et puis à rendre. Donc il y a des gens qui peuvent jouer pendant 10 ans, 20 ans de championnat et puis peuvent ne pas être expérimentés. Comprenez? Et donc un garçon comme Oumar Diakité, il est encore jeune, il n'est pas expérimenté. Attendons, d'ici 15, 20, 30 sélections, vous verrez, son football va changer. Rappelons-nous d'un garçon comme Gervinho. Excuse-moi rapidement, j'avais, à ses débuts, c'était aussi comme ça. Il allait très vite, souvent même, il oubliait même de faire le centre et puis il sortait. Mais à partir de 28, 29 ans, on a vu un Gervais d'un autre niveau, Gervais qui n'arrivait pas à marquer des buts, a commencé à être l'un des buteurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, concédons encore à ce garçon beaucoup de choses, parce qu'il a du talent, il a de la qualité à revendre. D'accord. Direction Angré pour prendre l'avis de M. Assoumo. Ça va vous, M. Assoumo? Oui, ça va très bien, monsieur. Alors, quels sont vos tops et flops de la double confrontation de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone? D'abord, je vous salue et je salue tout le monde. Bonjour. Salut, M. Assoumo. Bon, je voulais dire que vraiment, il faut qu'on déshabite aux Ivoiriens. Moi, j'ai toujours soutenu M. Idriss Diab de la Fédération et Faye Ahmed. Mais les flops, on doit nous dire la vérité, laissez les joueurs tranquilles, mais c'est la fédération et puis Faye. À quel niveau? Je m'explique. Les terrains sont donnés et les arbitres sont connus un mois avant une compétition. Le match se joue sur un terrain synthétique. Ce n'est pas un terrain que la Fédération ivoirienne de football devait amener une lettre à la CAF pour dire qu'elle ne veut pas de ce terrain. Puisque la Sierra Leone ne joue pas chez elle, elle joue à l'extérieur. Ça fait déjà un. À la mi-temps, on a vu que Kessie est sorti. Les joueurs ont eu peur quand Seri Jamikaï a eu sa blessure. Il ne faut pas incriminer le joueur. La faute que Eric Bailly a commise, c'est vrai. Mais c'est une faute qu'il a commise, mais ce n'est pas forcément la faute qui envoie le but. Il y a eu démoralisation, les joueurs ont été démoralisés et les gens ne voulaient pas jouer. J'ai vu c'est pour se chauffer. Après, il n'a pas voulu rentrer. J'avais l'impression que Faye a protégé des joueurs. Les joueurs cadres, eux aussi, ils ont leur vie. Ils ne vont pas aller se blesser sur un terrain qui n'est pas conforme. Donc, dorénavant, nous sommes champions d'Afrique, c'est un grand pays. Donc, s'il y a ce genre de match, il faut qu'on envoie des experts pour aller voir si on va jouer ou pas. Aujourd'hui, le Nigeria a refusé de jouer en Libye par rapport à certaines choses qui ne sont pas rentrées en ordre. On pourrait le faire. On pourrait jouer ce match-là ailleurs. Mais M. Assoumo, la comparaison que vous faites avec le Nigeria, c'est un peu différent. Hein. Oui, je sais. Au niveau de la logistique et au niveau de la Libye. Le terrain est un terrain vraiment. Je n'ai pas reconnu des joueurs, c'est vrai, mais vraiment la fédération a une part de responsabilité. D'accord, c'est votre avis et on le respecte. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que toute fédération, toute sélection nationale est libre de choisir sa pelouse également, puisque c'est elle qui reçoit. Voilà, donc. Et puis c'est la CAF qui homologue les terrains. Voilà. Donc pour vous, vous n'avez pas de top et flop au niveau des joueurs. Monsieur Assoumo, pour terminer. Mais... Vous êtes là? Oui, je suis là. Vous n'avez pas de top et flop au niveau des joueurs? Ah d'accord, vos top et flop, c'est la fédération. Oui, parce que Faye voulait protéger les joueurs. C'est titulaire. Bon, d'accord. Protéger, c'est trop fort, mais c'est votre avis. Et on le souhaite. Merci à vous, monsieur Assoumo, qui nous appelait donc de la commune d'Angré. Alors, Jean-Yves Kwasi Crespo, que vous avez placé parmi vos flops, qui a joué aussi également les deux matchs. Lui également, c'est 0 but inscrit, 0 pas décisif, 0 tir, cadré, 0 tir non cadré. 18 ballons touchés en 77 minutes, 76% de passes précises, 4 ballons perdus et un duel sur 1 remporté. Pourquoi? Fallait pouvoir des lits, on entend ce qu'il fasse plus? Non, vous savez, malheureusement, aujourd'hui, le football évolue. Vous comprenez un peu? C'est vrai qu'il a des qualités, mais de par sa position et de par son poste de prédilection, comme je l'ai dit la fois passée, je l'ai redit dès l'entame, il n'est à l'aise que quand le jeu est débridé et il y a des espaces. Dès l'instant que le bloc est bas ou dès l'instant que le bloc est touffu, croyez-moi, il a du mal. Malheureusement, ça s'est encore vérifié lors de ce match. Vous comprenez? En aucun moment,
Il a hérité dès l'entame une balle que malheureusement il a mis au-dessus. Et après, c'est comme s'il n'a pas existé. Vous comprenez? Il n'a pas existé. Autant dire les choses telles qu'elles sont. Et quand par exemple un garçon comme Jean-Philippe Crasso est rentré, on a commencé à conserver un peu de ballon. Même si Evan... on peut avoir... Mais le rôle de Jean-François Crespo, c'est pas de conserver donc le ballon. Je suis désolé. L'ailier aussi, c'est celui-là même qui est capable de conserver aussi le ballon. Vous comprenez? Oui, pour apporter également de la dynamite. Ouais, bon, avançons, on n'a pas assez de temps, si vous me permettez. Maintenant, si vous permettez, parce que j'ai un on n'a pas assez de temps, mon cher Mathieu. Oui, mais on n'a pas assez de temps. On va passer à un autre joueur également, surtout au niveau des flops de la part de Dago Charles, qui a placé donc Seko Fofana, le milieu de 29 ans, parmi ses flops également. Donc, on voit ses statistiques avec la Côte d'Ivoire lors de cette fenêtre internationale. Lui, par contre, il n'a joué qu'un seul match. Donc, 0 but, une part décisive, un tir non cadré, un duel sur 3 remporté. 77 minutes aussi également joué sur 90 minutes. 98% de passes précises. Je comprends pas du tout pourquoi est-ce que vous le mettez parmi vos flops, mon cher Dagochal. Passeur décisif pour Franck Kessié, 90% de passes précises. Bon, il était... Dans son match, il a fait son match. Non, il n'a pas fait son match. J'ai été clair. Je dis, Seko Fofana a joué en deçà de sa valeur. Quand les stats qu'on nous donne là, ce n'est pas les stats de Seko. Seko n'a jamais fait un match où il a seulement un tir cadré. C'est au moins 4-5 tirs cadrés. Ou bien 5-6 tirs non cadrés. Ça veut dire qu'on met l'ascendant sur... on met la pression sur l'équipe. Vous n'êtes pas trop exigeant envers le garçon? Non, c'est ce à quoi il nous a habitués. Ce n'est pas une exigence. On connaît ses qualités, c'est un meneur, c'est un patron. Et celui-là même qui arrive à déboulonner des situations. Et donc, malheureusement, quand tu ne le fais pas, on trouve que tu n'as pas joué à ta juste valeur. Ça, il faut le reconnaître. Sinon, je ne dis pas qu'il n'a pas été bon. Non, mais il a juste été bon. Alors que Seko, on le connaît, il doit être toujours très bon. Et donc, quand tu n'as pas été très bon, quand tu ne joues pas selon ton rendement habituel, voilà. Donc, selon vous, il doit être excellent. Il nous a habitués à l'excellence. C'est pareil avec Franck Kessié, c'est pareil avec Jean-Michel, c'est pareil avec Indika. Il y a des choses auxquelles nous sommes habitués. Quand ils ne nous rendent pas ça, nous sommes même de leur dire, vous avez joué en deçà de vos valeurs. D'accord, allez, le temps de prendre aussi également une autre réaction. Ange Anderson sur la page Facebook qui dit parmi ses tops, c'est Nicolas Pepe, Ivan Guessan, Franck Kessié, Wilfried Sengo, Mao Dorgeles. Pour ses flops, c'est Ahmed Traoré Junior, Diakité Ouma et Jean-Philippe Crasso. Alors la question, monsieur, rapidement, en quelques secondes. Y a-t-il des joueurs qui sont mis en danger après cette fenêtre du mois d'octobre? Mathieu Bly? En danger, je peux dire oui. Par exemple, Eric Bailly, par exemple. Et donc, pour enchérir sur cette question, parce qu'il y a des actions, quand on fait en sélection et c'est récurrent, ça peut nous griller. Il y a par exemple un joueur ivoirien qui s'appelle Alec Bizet-Pierre, qui a fêté sa sélection le même jour que Magui Serge Alain, en 87, et éliminatoire des JO. Il avait une occasion, il était le meilleur buteur du championnat, il a vendangé, il n'est plus jamais revenu en sélection. En 90, lors d'un match hyper important, Côte d'Ivoire, Nigeria, au Nigeria, il y avait un défenseur de l'Africa Sport qui a fait exactement la même chose qu'Eric Bailly. Il n'est plus revenu en sélection. Et récemment, Simon Deli, dans un match Côte d'Ivoire-Égypte, il fait la passe. Et voilà. Donc, je veux dire, ce type d'action, avec cette jurisprudence, montre que certains peuvent se griller. En danger, d'accord? Non, moi, je pense qu'il faut plutôt reformuler la question. Est-ce que vraiment c'est un joueur qui sont en danger? D'accord. Moi, je ne crois pas que les joueurs soient en danger. Ok. Non, je ne crois pas. Parce qu'on connaît leur valeur, on connaît leur production. L'équipe nationale n'est pas figée. En fonction des productions dans les différents clubs et des contextes du moment, on peut toujours revenir. On aura le temps de revenir sur quelques manquements, mon cher Dagochal, au niveau des joueurs. Quels sont vos tops et flops de la double confrontation de la Côte d'Ivoire face à la Sierra Leone? Mon cher Mathieu Bly, confirmez vos tops et flops rapidement, en 30 secondes. Mais comme j'ai dit, mes tops, c'est Nicolas Pepe, Jean-Philippe Crasso et Franck Kessié. Au niveau de mes flops, Ouma Diakité, Evra Kwasi et Eric Bailly. Voilà. Il nous a fait gagner 17 secondes. Allons-y, mon cher. D'accord. Moi, j'ai dit que mes tops, c'est Pepe, qui a été brillant, Kessié, et puis Agbadou. Et les flops, c'est Seko Fofana, qui nous a habitués à mieux que ça. Et puis Guessan, qui vraiment a du progrès à faire. Maintenant, pour le reste, vraiment je dirais, global flop pour l'encadrement technique sur le deuxième match et que l'encadrement technique se remette en cause pour les joutes futures.
Voilà, vous l'aurez compris, hein, la double confrontation face à la Sierra Leone continuera donc d'alimenter les débats ici dans l'heure des Tchatcha. Alors, qui de Mathieu Blé, Dago Charles vous a le plus convaincu? Une seule adresse, la page Facebook de la 3. Merci à vous, Dago Charles, merci à vous, donc, Mathieu Blé. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur l'antenne de la 3. Allez, salut. Merci.